Le garde forestier Robert Bob Lakeman sait que les contrebandiers empruntent à nouveau les anciennes routes. Il y a 5 ans, ces mêmes sentiers avaient entraîné la mort de son frère lors d'une fusillade à la frontière canadienne. Aujourd'hui, figé, pagaie en main, Bob guette un signe évident de reprise de l'activité illégale. Les loups ne sont pas censés se déplacer en groupe dans cette direction à cette époque de l'année. Bob sort son carnet et fait une marque sur la carte. C'est la 3e anomalie en un mois dans le même secteur. C'est comme si les animaux évitaient une route particulière qui faisait partie de leur territoire. Il dirigea le canot vers la rive ouest où un sentier presque imperceptible se dissimulait parmi les rochers. Bob connaissait la région comme sa poche. 5 ans officiellement et 5 de plus de l'autre côté de la loi. À genoux, il étudie la marque à peine visible, une trace de pas spécifique. Pas de chasse, pas de randonnée. Comme il y a 5 ans, la mémoire lui rappelle un pan du passé, une nuit de novembre 1997. Le bruit d'un moteur sur de l'eau noire, son frère murmurant « une dernière fois à Bobby », puis des éclairs, des cris et un silence assourdissant. La tombe de James Lakeman reste l'endroit le plus difficile à visiter. James avait 3 ans de plus. Il protégeait toujours son jeune frère. Bob n'a pas su le protéger. Au lieu de cela, il l'a conduit à la mort, ouvrant la voie aux contrebandiers. La Boundary Waters Preserve, c'est 1 million d'hectares de nature sauvage, des milliers de lacs, des forêts à perte de vue. C'est l'endroit idéal pour franchir la frontière pour ceux qui veulent y passer inaperçus. Bob le savait mieux que quiconque. C'est pourquoi, après avoir enterré son frère et sa vie passée, il est devenu garde forestier. Parfois, il pensait que James l'observait. Dans le bruit du vent entre les pins, il promit à son frère de se racheter. En regardant la piste de l'étranger, Bob sentit la flamme intérieure qui l'avait amené à cette position. Quelqu'un utilisait à nouveau les anciens sentiers. Et pas pour pêcher. À proximité, il aperçoit un petit objet métallique, un bouchon de silencieux, un modèle spécifique pour un certain type de mitrailleuse. Pas le genre qu'on achète dans un magasin d'armes ordinaire. Bob range la trouvaille dans un sac en plastique. Il comprend le schéma qui se dégage de ces fragments. La contrebande d'armes. Le jeu qui avait coûté la vie à son frère. Le soleil s'est déjà levé au-dessus des bourdons lorsque Lakeman retourne au canoë. Une journée de travail normale l'attendait, vérifier les emplacements de camping, aider les campeurs, surveiller la faune et la flore. Mais Bob avait désormais un autre travail. Un travail dont il ne ferait pas part à ses supérieurs. Pas maintenant. Il y a 5 ans, il n'avait pas réussi à stopper le flux d'armes à feu à la frontière. Cette fois, Robert Lakeman était prêt. Depuis la fin juin 2002, Bob Lakeman enregistre systématiquement les anomalies. De plus en plus de marques apparaissent sur la carte de la réserve. Migration inhabituelle d'élan, anomalies dans le comportement des meutes de loups et disparition soudaine des barrages de castors dans la partie nord du lac Gunsight. Pour Bob, il s'agit d'un schéma indiquant la reprise des anciennes routes de contrebande. Le 27 juillet, Margaret Foster, chef du poste de garde forestier, l'a chargé de vérifier les rapports des randonneurs faisant état de bruits étranges sur le lac Snake. Bob acquiesce. Le lac se trouve à 10 km de la zone qu'il a déjà identifiée comme potentiellement active. Un accès officiel à une zone qu'il surveillait officieusement. Le camp de tente sur la rive nord du lac Snake est vide lorsque Bob accoste au coucher du soleil. Au lieu d'installer sa propre tente, il camoufla son canoë et grimpa sur la corniche de granit qui surplombait le lac. Un souvenir a refait surface dans mon esprit. Octobre 1994, il a 22 ans. Premier emploi en tant que conducteur. James avait déjà passé 2 ans à faire passer la frontière à des cargaisons spéciales pour un Russe que tout le monde appelait Mikhail. « Bobby, ferme ta bouche et ouvre les yeux et tu auras 5 000 $ en poche », disait James à l'époque. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour des frères qui ont perdu leur père et leur mère sur 2 emplois. Bob n'a pas posé de questions sur les conteneurs scellés. Pendant les 6 premiers mois, il s'est contenté d'indiquer la direction à suivre pour traverser les lacs en évitant les patrouilles. Puis Mikhail a commencé à faire davantage confiance. Mitrailleuse, fusil de sniper, pièces détachées d'armes lourdes. Tout est parti vers le sud. L'argent et la drogue sont partis vers le nord. En 1996, les frères Lakeman contrôlaient 3 routes principales à travers la réserve. La belle vie a pris fin en novembre 1997 lorsque la Border Patrol a tendu une embuscade à un point de passage au lac Oteton. James a couvert la retraite du groupe. 3 balles dans la poitrine. Il est à mort avant l'arrivée de l'hélicoptère. Bob est parti dans les bois pendant 1 semaine. À son retour, il a brûlé les cartes de l'itinéraire, détruit son téléphone et disparu du réseau de contrebande. 3 mois plus tard, il a déposé un rapport auprès du service des gardes forestiers. De retour dans le présent, Bob remarqua une lumière à peine perceptible de l'autre côté du lac. Pendant 1 seconde, puis plus du tout. À 2 heures du matin, la surface du lac est traversée par 3 canoës qui se déplacent silencieusement d'est en ouest. Un itinéraire exercice classique sur l'ancien système de Bob. Les hommes dans les bateaux étaient en noir avec un équipement minimal. Des professionnels.
Bob a pris quelques photos. Elles ne sont pas assez claires dans l'obscurité, mais c'est un début. Il note l'heure, la direction et la quantité approximative de marchandises. Le lendemain, Bob rapporte à Foster qu'il n'a rien trouvé d'anormal. La vérification officielle est terminée. L'enquête officieuse ne fait que commencer. En septembre 2002, Bob a rassemblé suffisamment de données pour se faire une idée de la situation. Les anciens itinéraires ont repris, mais avec des changements. Nouvelles technologies, GPS au lieu de cartes papier, imageurs thermiques pour détecter les patrouilles, bateaux composites légers et de nouveaux visages. Il ne reconnaît pas une seule personne de l'ancien réseau de Michael. Le 14 septembre, Bob rencontre Alan Red Cloud, un vieux membre du peuple Ojibwe qui récolte du riz sauvage sur les rives du lac Saganaga. « L'eau a de nouvelles voix », dit le vieil homme sans dire bonjour. « Elle n'aime pas être piétinée par ceux qui apportent la mort. Je ne suis plus une ombre », répond Bob à l'accusation tacite. « Mais tu suis les traces des ombres. Elles sont revenues pour une raison. Pas pour les anciens. Pour le nouveau, les gros sous, de gros risques. » « Que savez-vous » demanda directement Bob. « Le lac Fraser, une cabane sur la rive nord. Regarde-la, mais ne t'approche pas. Les ombres voient mieux dans l'obscurité que toi. » Bob trouva la cabane 2 jours plus tard. Un ancien pavillon de chasse qui ne figurait pas sur les cartes touristiques. Elle avait l'air abandonnée. Il l'a observée à bonne distance pendant 36 heures. La 3e nuit, il s'est approché. À l'intérieur de la cabane, nous avons trouvé un système moderne de communication par satellite déguisé en vieille radio. Sous le plancher, il y avait une cache de récipients étanches. Il contenait des composants pour assembler des fusils, des viseurs de vision nocturne et des silencieux d'un nouveau genre. Il a documenté sa découverte à l'aide d'un appareil photo. Puis il a tout remis en place, masquant ainsi toute trace de sa présence. De retour au poste, Bob commence à rédiger un rapport officiel. Les preuves sont irréfutables. Le 2 octobre 2002, le directeur des parcs nationaux, Jonathan Pierce, annonce une réorganisation. La réserve des eaux limitrophes est divisée en 5 secteurs dotés de centres administratifs distincts. Ranger Lakeman, Pierce s'adresse personnellement à Bob après la réunion générale. « Votre expérience dans le secteur Est est inestimable. Vous êtes transféré à Grand Lake avec une promotion au poste de spécialiste principal de la faune. Grand Lake se trouve à 70 km de la zone d'enquête. La mutation prend effet immédiatement. De retour à sa cabane, Bob s'aperçoit qu'elle a été fouillée, professionnellement mais sans précaution. La cachette sous le plancher contenant ses notes d'observation n'a pas été touchée, mais la carte mémoire amovible de son appareil photo a disparu. Pendant la nuit, Bob a caché ses notes et les preuves restantes dans un conteneur étanche qu'il a enterré dans les bois près de la station. Son transfert soudain n'est pas une coïncidence. À l'aube, il a traversé le lac Saganaga en canoë pour la dernière fois. C'est ici que l'histoire de la contrebande d'armes s'est terminée pour son frère. Quelque part, l'histoire se poursuivra, mais pas maintenant. Une fois sur place, Bob se rend compte que son enquête doit être mise en suspens. Mais il sait qu'il reviendra tôt ou tard. Les contrebandiers ne disparaîtraient pas, et il était maintenant certain que quelqu'un de haut placé protégeait leurs opérations. C'était une question de temps, et Robert Lakeman savait attendre. Bob Lakeman a passé 17 mois loin de son enquête. Pendant cette période, il est devenu un expert précieux dans un nouveau secteur, malgré ses réticences et sa réticence à parler du passé. Le 12 mars 2004, une tempête d'une force sans précédent a frappé le nord du Minnesota, abattant des milliers d'arbres et modifiant les rives des lacs. Tous les rangers se sont mobilisés pour l'évaluation des dégâts et les opérations de sauvetage. Lakeman annonce le nouveau coordinateur « On vous demande d'aider le secteur ouest. Votre connaissance du lac Saganaga est nécessaire à l'équipe de recherche. » En survolant la réserve, Bob constate l'ampleur de la dévastation. La nature a redessiné la carte, créant de nouveaux chenaux et de nouvelles barrières. Pour la plupart des gens, c'est un désastre. Pour Bob, c'est une opportunité. Une fois la mission de sauvetage terminée, il se voit confier une mission spéciale, reconnaître les zones les plus inaccessibles, y compris celles où il a déjà trouvé des preuves de l'existence de contrebandiers. La cabane du lac Fraser est vide, la cachette sous le plancher a disparu. Le plancher a été remplacé. Il n'y a aucune trace des itinéraires précédents des contrebandiers. Ce n'est que le 5e jour, alors qu'il explorait une petite île sans nom du lac Gunflint, où il avait été emporté par le courant lors d'une tempête soudaine, que Bob remarqua une anomalie. Un pin tombé au sol avait formé un pont naturel vers une corniche rocheuse jusque-là inaccessible. Sous la falaise, Bob découvre une grotte camouflée. À l'intérieur, des traces de présence humaine récentes, des rations militaires, des récipients étanches et surtout des restes de documents brûlés. Parmi les fragments calcinés, Bob trouve un morceau de carte avec des marques. L'un des endroits qu'il reconnaît est la cabane du garde forestier à Cactus Lake. La mission terminée, Bob demande un délai supplémentaire pour vérifier les cabanes du secteur ouest. Sa demande est acceptée. Au refuge du lac Cactus, en s'approchant du côté ouest, Bob repère un bateau camouflé loin du quai officiel. Au lieu de s'approcher de la cabane, il se cache dans les bois et commence à la surveiller. À la nuit tombée, 2 hommes arrivent. Bob entend clairement leur conversation. Michael n'est pas content de ce retard. Après la tempête, les fédéraux sont partout.
2 semaines maximum. Quand les gardes forestiers seront partis, nous reprendrons les expéditions. Mikhail était le même nom que celui utilisé par le contrebandier russe dans les années 90. Bob documente tout sur un dictaphone et un appareil photo nocturne. Il apprend que la tempête a perturbé les plans des contrebandiers, mais qu'ils se sont rapidement adaptés en utilisant les nouveaux chemins créés par les éléments. De retour à la base, Bob contacte son ancien partenaire Jason Wheeler, qui travaille désormais pour la patrouille frontalière. Dans un bar tranquille de la ville d'Ely, il expose ses conclusions. J'ai la preuve que des armes sont passées en contrebande dans la réserve, mais je soupçonne que quelqu'un de la direction est impliqué. Jason a écouté attentivement, regardant les photos et les notes. « C'est sérieux, Bob. Si tu as raison au sujet de la corruption, nous devons agir avec prudence. » Ils élaborent un plan. Jason fera passer les noms et les itinéraires par ses canaux de communication. Bob continuerait à rassembler des preuves. Les informations seraient échangées par l'intermédiaire de la planque d'Ely. À l'automne 2004, Bob a obtenu une mutation temporaire dans le secteur ouest sous prétexte de former de nouveaux gardes forestiers. Au cours des mois suivants, il a identifié un nouveau système d'itinéraire pour les contrebandiers. Après la tempête, il n'utilisait plus les voies d'eau principales, mais plutôt des chenaux peu profonds et des sections accidentées. Jason confirme les soupçons de Bob. Les services répressifs ont reçu des informations sur une filière d'approvisionnement en armes de haute technologie de l'Europe de l'Est vers les États-Unis en passant par le Canada. En janvier 2005, l'un des nouveaux Rangers, Mike Dawson, a remarqué une activité inhabituelle près d'une scierie abandonnée. Bob a vérifié personnellement l'information. La scierie s'est avérée être un point de transbordement. Des armes étaient expédiées par petits lots à travers la réserve, puis récupérées pour être transportées à nouveau. Bob a relevé les plaques d'immatriculation des véhicules, filmé le processus de transbordement et identifié les participants. La découverte la plus choquante est la présence parmi les contrebandiers d'Arthur Coleman, directeur adjoint du service des gardes forestiers. Bob comprend alors pourquoi son enquête a été interrompue il y a 2 ans. Après avoir rassemblé les preuves, Bob confie le matériel à Jason, un agent fédéral en qui il a confiance. Le 15 février 2005, Bob reçoit un message de Mike Dawson. Le jeune garde forestier a découvert quelque chose d'étrange au lac Saganaga et demande de l'aide. Il s'agit d'un piège. Lorsque Bob arrive, il trouve des traces de lutte et du sang dans la neige. Une note sur un arbre contenait 2 mots « Suis ton frère ». Les traces tépoant s'enfoncent dans les bois. Bob se rend compte du danger, mais il ne peut pas abandonner son apprenti. Dans une cabane abandonnée, il trouve Mike attaché à une chaise. Derrière lui se tenait Sergei, le bras droit de Mikhail, issu de l'ancien réseau de contrebande. « Bonjour Bobby », dit Sergei. « Mikhail te salue. » Un coup à l'arrière de la tête plonge Bob dans l'obscurité. Il se réveille dans un hôpital de Duluth avec un traumatisme crânien. Jason, qui n'avait pas reçu d'appel conditionnel, organisa des recherches. Bob est retrouvé inconscient dans la neige. Mike Dawson a disparu. Les éléments de l'enquête ont été saisis par une commission spéciale du FBI. Une opération contre la contrebande d'armes a été officiellement annoncée. Cependant, 1 mois plus tard, l'enquête est close, faute de preuves suffisantes. Arthur Coleman a conservé son poste et Bob a été averti de ne pas revenir sur l'affaire. Jason est transféré à la frontière sud. Toutes les ficelles ont été rompues. À l'été 2005, Bob a récupéré physiquement. Mais la disparition de Mike lui pèse. Lorsqu'il reprend le travail, il découvre qu'il a été réaffecté au secteur central de la réserve. Bob se rend compte qu'il est surveillé. Son téléphone est sur écoute, ses courriels vérifiés. Il décide de se retirer temporairement, mais de ne pas abandonner. Dans son journal, Bob écrit « Ils pensent avoir gagné du temps. Mais le temps est de mon côté. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » La neige recouvre la réserve d'un épais manteau et le givre crépitant recouvre les lacs. Bob Lakeman parcourt en raquette la surface du lac Basswood, vérifiant les détecteurs de mouvement. En 1 an et demi, il était devenu un ranger modèle du secteur central, méthodique, exécutif, sans initiative. En apparence, il avait accepté la défaite. Il n'abordait pas le sujet de la contrebande, ne s'intéressait pas au secteur ouest. Lors des réunions, il rapportait des chiffres arides et menait une vie de reclus. Mais à l'intérieur, il attendait. Bob savait que les criminels font toujours des erreurs. Le 20 janvier 2007, Bob a reçu une étrange lettre sans adresse de retour. À l'intérieur, rien d'autre qu'une feuille de riz sauvage séchée et une petite pierre de forme étrange. Pour la plupart des gens, ce sont des déchets. Pour Bob, c'est un message d'Alan Red Cloud. C'est la forme de la pierre qui se trouve sur le site sacré de la tribu à Granite Lake. Près de la pierre sacrée, Bob rencontre non pas Alan mais son petit-fils, David Red Cloud, un jeune homme ayant suivi une formation universitaire et possédant une connaissance approfondie de la tradition. « Grand-père est mort l'automne dernier », lui dit David. « Il m'a fait promettre de te retrouver le moment venu. » Il s'est avéré qu'Alan avait suivi les ombres sur l'eau pendant toutes ces années. Même gravement malade, il avait remarqué une nouvelle activité dans les baies du Nord. Grand-père m'a dit qu'une grande traversée allait avoir lieu lors de la prochaine pleine lune. Ils se préparent à porter plus d'armes que jamais, explique David en tendant à Bob une carte dessinée à la main. Il a aussi vu leur chef, celui qui est responsable de la mort de nombreuses personnes, dont ton frère.
La possibilité de trouver enfin les responsables de la mort de son frère et de la disparition de Mike Dawson change tout. Bob se rend compte que cette fois, il n'a plus droit à l'erreur. Il se tourne vers la dernière personne en qui il peut avoir confiance, le vieux garde-chasse Tom Harris, qui avait pris sa retraite avant que Bob ne devienne garde forestier. Tom vivait dans une petite cabane à la périphérie d'Ely, élevait des chiens et évitait tout contact avec ses anciens collègues. Mais il a fait une exception pour Bob. « Tu t'es lancé dans une entreprise dangereuse, mon garçon », grommelle le vieil homme. « Mais je vais t'aider, pour le bien de James. » Voyant la surprise sur le visage de Bob, Tom ajouta « Je vous ai connus tous les deux quand vous étiez petits. Souvent, je vous emmenais pêcher, toi et ton frère, quand ton père ne pouvait pas le faire. James mérite que justice soit faite. » Grâce à ces relations, Tom a obtenu des informations sur les mouvements des Rangers dans le secteur ouest et a fourni à Bob du matériel pour une expédition autonome. Le 7 février 2007, 3 jours avant la pleine lune, Bob a pris un congé pour soi-disant rendre visite à sa mère malade. Au lieu de cela, il s'est rendu dans le secteur ouest en suivant un itinéraire qui évitait les points de contrôle. Bob se déplace uniquement de nuit, utilisant sa connaissance du territoire et ses talents de camouflage. Au bout de 2 jours, il atteint la North Shore Ridge, une crête rocheuse située le long de la frontière canadienne. En suivant la carte d'Alan, Bob trouve un pavillon de chasse abandonné, camouflé dans les rochers. Il remarque des signes de sécurité, positions de surveillance, capteurs infrarouges, patrouilles avec des chiens. Pendant 2 jours, Bob étudie les horaires des gardes. Le 3e jour, profitant d'une tempête de neige, il pénètre dans le périmètre. Dans la cabane, il trouve 4 gardes armés et un poste de commandement avec des cartes détaillées de la réserve, y compris le marquage des lieux de sépulture de ceux qui ont interféré avec leurs opérations. Sur l'une des photos, Bob voit le dernier tir de Mike Dawson marqué « Éliminé ». Retenant sa colère, il se retire furtivement sans révéler sa présence. Une découverte majeure l'attend sur une corniche rocheuse à 1 kilomètre du lodge. C'est là, dans une grotte aménagée, que se trouve le centre de commandement de l'opération. À l'aide d'un micro directionnel, Bob apprend les détails du plan à venir. La plus grande cargaison d'armes était en cours de préparation. Fusils d'assaut, fusils de précision et même lance-roquettes. Mais la cargaison principale était constituée des dernières lunettes de vision nocturne de qualité militaire et de systèmes de guidage informatisés, une technologie interdite à l'exportation. Parmi les personnes présentes dans le centre de commandement, il reconnaît un homme aux cheveux gris et à l'allure militaire. Jonathan Pierce, directeur du département des parcs nationaux, celui-là même qu'il avait transféré du secteur ouest il y a 5 ans. Le plan prévoyait une manœuvre de diversion, une attaque terroriste simulée à la frontière orientale de la réserve qui détournerait toutes les forces de l'ordre de l'itinéraire réel. Bob a compris qu'il ne pouvait pas agir seul, mais il était également dangereux de suivre la voie officielle. Une fois sorti de la zone de surveillance, il contacte Tom. « J'ai besoin d'un contact direct avec le FBI ou le ministère de la Justice », explique Bob. « Quelqu'un en dehors du système des parcs nationaux. Il y a une personne. Ma nièce travaille au bureau du procureur spécial. » La veille de la pleine lune, Bob rencontra l'agent Sarah Harris. Il lui remet tout le matériel qu'il a rassemblé et lui décrit l'opération à venir. « Nous pouvons organiser le raid en 12 heures, dit Sarah. Mais nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur pour confirmer la présence des principaux personnages. » Bob a accepté de revenir et d'aider malgré le risque. Dans la soirée, un plan d'action est élaboré. Le matin du 10 février 2007, Bob est retourné à son poste au centre de commandement. Rapidement, tous les participants clés sont arrivés, y compris Pierce et Coleman. Bob a transmis un signal de confirmation aux agents fédéraux. Le raid a commencé à midi, le centre de commandement et le pavillon du poste de commandement ont été attaqués simultanément. Bob, armé uniquement d'un couteau de chasse, s'infiltre dans le pavillon pendant le tumulte et recueille les derniers éléments de preuve, dont une photo de Mike. En sortant des bois avec les preuves, Bob rencontre Sergei, l'homme qui les avait attirés, Mike et lui, dans un piège 2 ans plus tôt. Le Russe pointe son arme sur Bob. « Lâche ton arme, Sergei », surgit de derrière les arbres Mikhail, le même contrebandier qui avait autrefois engagé les frères Lakeman. « Nous avons perdu. » Mikhail se tourne vers Bob. « Ton frère m'a sauvé la vie une fois. Je me souviens de ce genre de choses. Va-t'en. » Bob hésite. Devant lui se tenait l'homme indirectement responsable de la mort de James. « Ce n'est pas pour vous, » dit Bob. « C'est pour James. Il voudrait que je fasse ce qu'il faut. » Bob laisse Mikhail et Sergei aux agents fédéraux et conduit Mike dans la zone de sécurité. Au cours des semaines suivantes, l'ensemble du réseau de contrebande a été découvert. Plus de 30 personnes ont été arrêtées. Jonathan Pierce et Arthur Coleman ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Bob a témoigné sous la protection du programme de protection des témoins. Mikhail a conclu un accord avec l'enquête en fournissant des informations sur les connexions internationales du réseau. Il n'a jamais mentionné sa rencontre avec Bob dans les bois. Au printemps 2007, Bob Lakeman se tenait sur la rive du lac Saganaga, regardant l'eau où il avait autrefois mené des contrebandiers avec son frère. Ce chapitre de sa vie était désormais clos. La justice a été rendue. Il sort de sa poche une vieille photo usée, lui et James en train de pêcher, l'année précédant la tragédie. « J'ai réussi, mon frère », dit Bob à voix basse. « Nous sommes tous les deux libres maintenant. »
Bob Lakeman dirige son canoë vers une petite île au centre du lac Saganaga, un endroit où il pêchait autrefois avec son frère. Après une opération qui s'est soldée par l'arrestation de 30 personnes, dont Jonathan Pierce et Arthur Coleman, la vie de Bob a changé. Le FBI propose une unité de lutte contre la contrebande. La patrouille frontalière fait appel à un conseiller. Bob choisit une autre voie. Il reste garde forestier et dirige un centre de formation pour jeunes professionnels au lac Basswood. Aujourd'hui, Bob effectue un voyage spécial. Dans son sac à dos se trouve une capsule contenant une photo de James, une lettre de sa mère et un fragment d'une carte des anciens sentiers. Il a décidé d'enterrer ses souvenirs sur l'île, fermant ainsi symboliquement la porte au passé. En grimpant sur le rocher où il a vu les anciennes initiales, les siennes et celles de son frère, rayées il y a des années, Bob a placé la capsule sous le rocher. « Affaire classée, mon frère », prononce-t-il. En revenant, il remarque un vieil Indien, un parent d'Alan Red Cloud, sur le rivage. « L'eau est à nouveau calme », dit le vieil homme. Mais elle se souvient de tout. Ce soir-là, Bob écrit dans son journal « 10 juin 2008 ». « Il y a 10 ans, je suis venu ici pour expier la mort de mon frère. Aujourd'hui, ce voyage est terminé. De nos erreurs, quelque chose de bien peut naître si nous trouvons la force de les corriger. La réserve m'a accueilli, m'a brisé et m'a reconstruit. C'est maintenant ma maison. Demain, un nouveau groupe de stagiaires arrive. Il avait une histoire importante à partager, celle de retrouver son chemin lorsque tout semble perdu. Il savait qu'il n'oublierait jamais James ou Mike. Mais aujourd'hui, ce souvenir ne lui donne pas de la peine, mais la force de poursuivre leur travail. Mes amis, vous venez d'entendre l'histoire du garde forestier de la réserve des eaux limitrophes, un homme qui a choisi la voie de la rédemption. Et si le réseau de contrebande n'avait pas été complètement découvert, le corps de Mike Dawson n'a jamais été retrouvé. Peut-être avait-il appris quelque chose qui l'a fait disparaître. Et surtout, quels autres secrets se cachent-ils dans les profondeurs des parcs nationaux américains? Partagez vos théories dans les commentaires. Si l'histoire vous a accroché comme moi, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. D'autres histoires passionnantes provenant des coins les plus sauvages et les plus mystérieux des parcs nationaux vous attendent dans les prochains numéros. Rendez-vous dans les contrées sauvages de l'Amérique où chaque détour de sentier cache une histoire à couper le souffle.